Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être venus assister donc à ce troisième rendez-vous des Mardis d'eau. Merci beaucoup, Carole Talon-Hugon, d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter brièvement. Vous êtes professeur de philosophie. Vous enseignez à Paris-Est Créteil. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et aussi présidente de la Société française d'esthétique. Vous êtes l'auteur ou l'autrice, comme vous préférez, de nombreux articles dans des revues, dans des collectifs et également d'une grosse dizaine de livres, parmi lesquels je citerai Morale dans l'art, paru il y a 10 ans au PUF. Et puis une petite histoire, une histoire personnelle et philosophique des arts, toujours au PUF, en 5 volumes, parus ces dernières années. Mais si aujourd'hui nous vous recevons, c'est à l'occasion de la publication, toujours au PUF, en 2019, d'un ouvrage, un ouvrage très actuel qui s'appelle « L'art sous contrôle ». Le voici, « L'art sous contrôle, nouvel agenda sociétal et censure militante ». Évidemment très actuel, à un moment où, il y a quelques semaines, on apprenait la disparition des écrans du cinéma municipal Nestor Burma de J'accuse de Polanski, en pleine affaire Matzneff. Voilà, ce sont des thèmes qui, évidemment, vont agiter et animer cette soirée. Alors, dans ce livre, qui est un court essai très, très précis, très, très clair, qui se lit d'une traite extrêmement facilement, sans grande difficulté de lecture, vous décrivez l'atmosphère de moralisation qui s'est emparée, dans laquelle est plongé depuis un certain temps, selon vous, l'art contemporain. Une atmosphère qui se caractérise par, disons, 2 faits, 2 figures marquantes. L'apparition ces dernières années d'une nouvelle figure, d'un artiste qui est désormais un artiste vertueux, engagé, et qui a supplanté, ou en tout cas qui supplante semaine après semaine la figure ancienne de l'artiste rebelle, contestataire, provocateur, ou en tout cas parfaitement indifférent aux questions de morale dans son travail. Et puis le deuxième fait, c'est la multiplication, et j'en ai parlé il y a quelques secondes, d'actes de censure répétés, de plus en plus fréquentes, des actes qui touchent des œuvres graphiques, des œuvres cinématographiques, des œuvres littéraires ou scéniques. Mais ce livre est aussi intéressant parce que vous opérez une remise en perspective historique assez large de la question des relations entre l'art et la morale à travers les siècles, une remise en perspective sans laquelle on ne peut pas réellement comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Et enfin, il me semble que ce livre est précieux parce qu'il ose s'attaquer et poser une question qui finalement sous-tend tout ce dont il vient d'être question, c'est-à-dire l'art peut-il s'assigner en fait à lui-même des buts éthiques, et en a-t-il les moyens, en a-t-il les pouvoirs, et doit-il et peut-il être jugé selon des critères moraux? Alors, ma première question, j'ai parlé tout à l'heure de votre ouvrage d'il y a 10 ans, Morale dans l'art, qui avait été reçu de manière assez contrastée, puisqu'il y a 10 ans, on ne sentait pas la nécessité, on ne comprenait pas trop pourquoi vous aviez besoin de parler de ces relations entre l'art et la morale. C'était presque illégitime, d'une certaine manière. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et surtout, qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier, un festival ou une série d'événements qui vous ont donné envie et qui vous ont fait sentir l'urgence de revenir sur ces questions? Oui, effectivement, il y a 10 ans, quand est sorti Morale de l'art, beaucoup de personnes tordaient le nez en me disant « mais travailler sur les rapports de l'art et de la morale, mais c'est des choses qui n'ont rien à voir. » Et bien sûr, ma perspective était une perspective historique. Mon but était d'analyser justement les formes de ces rapports et le fait qu'il y a eu en gros 3 époques, pour le dire très vite, de longueur très inégale. La première où l'art était sous l'autorité de l'éthique, donc où il allait de soi que l'art devait servir
la moralité devait travailler à des formes de moralisation. Bon, tout ça a été souvent dans le cadre de la morale chrétienne, bien entendu, où l'art était très lié à la religion, la monstration, les exemplum, enfin bon, tout ça a duré très très longtemps. Ça a duré au moins jusqu'au début de la modernité. Puis ensuite, il y a eu une deuxième période beaucoup plus courte où on a parlé d'autonomie, où l'art s'est autonomisé. Donc là, c'est un processus qui a commencé, pour le dire très largement, très vite et très simplement, à peu près vers la Renaissance, et puis qui a culminé au XIXe siècle, avec, au milieu du XIXe, en gros, les mouvements dits de l'art pour l'art, dont la préface à Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier était en quelque sorte le manifeste. Donc à partir de là, c'était Wilde disant le critique doit se souvenir d'abord que l'art n'a rien à voir avec la morale, et c'était une rengaine qui a été répétée ad libitum. Ensuite, le XXe a été un peu dans une situation un peu curieuse parce que il y a eu, fin XIXe et au cours du XXe, beaucoup de transgressions éthiques. C'est-à-dire l'art s'est mis à transgresser les règles internes et les cadres conceptuels, etc. Puis des valeurs qui étaient des valeurs éthiques. Alors bon, vous avez tous en tête le Peace Christ de Serrano, enfin des œuvres qui étaient volontairement des œuvres moralement transgressives, pour le dire vite. Bien. Donc ça, c'était la troisième période, beaucoup plus... Voilà. Et puis, là, depuis, je dirais, 5 ans à peu près, 5-10 ans, bon, c'est venu de façon progressive, bien sûr. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus ancien, mais comme toujours, ça met un peu de temps à traverser l'Atlantique, est venue une sorte de déferlante de, effectivement, ce que vous avez très bien appelé, décrit, un art sociétal, un art qui se donne des buts sociétaux, c'est-à-dire qui prétend défendre des causes. Alors la cause LGTB, la cause la cause des migrants, la cause écologique, la cause des femmes. On pourrait comme ça multiplier les choses. Et effectivement, il y a un événement qui a été un peu un déclencheur dans l'écriture du dernier livre dont vous venez de parler. C'était le Festival d'Avignon 2018. Parce que le Festival d'Avignon 2018, effectivement, c'était un ensemble de spectacles qui, on pouvait vraiment appliquer une grille et 80% de la programmation entrait dans les catégories que je viens de citer. Bon, vous avez quelques images là-haut. C'est celle qui représente le plateau nu sur lequel les personnages, enfin qui ne sont pas justement des personnages, qui sont de véritables individus transsexuels que le metteur en scène est allé rencontrer à Barcelone et auquel il a demandé de venir se présenter sur la scène et raconter leur histoire. Donc voilà un exemple parmi beaucoup d'autres possibles de ce type de théâtre et de manifestation. Donc ça, c'est sur le thème homosexuel, c'est la cause homosexuelle et c'est à partir d'un fait divers tragique. Bon, c'est une autre pièce sur ce thème-là. Je pourrais multiplier les exemples. Ces deux que je vous montre, c'est lié au Festival d'Avignon, mais bon. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il m'est apparu que quelque chose avait changé. Et sans doute, j'y ai été sensible parce que j'avais fait ce livre 10 ans avant. Et je me suis dit, mais alors, on n'est plus du tout dans une période où l'art n'a rien à voir avec la morale, puisque les artistes eux-mêmes se donnent des buts éthiques, enfin défendent des buts éthiques, se donnent des programmes de lutte contre ceci ou cela. Donc il y a bien une volonté d'œuvrer pour dans le monde réel et non plus de vivre de manière autonome dans un univers qui est un univers purement artistique. Et c'était d'autant plus étonnant que est apparu à peu près dans le même temps, avec un petit décalage à mon avis, une montée en puissance de la critique éthique. C'est-à-dire que d'une part, des artistes se sont assignés des buts sociétaux qui n'avaient pas lieu d'être préalablement, et par ailleurs
sont apparus toutes sortes de discours critiques, alors des affaires. Et là, depuis quelques mois, ces affaires se multiplient. Donc, vous voyez, c'est des deux côtés, d'où le sous-titre de l'ouvrage que vous avez cité, c'est-à-dire « Agenda sociétal », c'est la réponse à la question « L'art doit-il s'assigner des buts éthiques ?» La réponse est devenue oui. Et la deuxième question, c'est l'art peut-il être jugé d'un point de vue moral? Et ce sont les critiques auxquelles je viens de faire référence. Et là aussi, la réponse est devenue oui. Donc c'est cette double logique qui s'est mise en place depuis très peu de temps. Je vous rappelle que en 2000, il y avait eu l'exposition Présumé innocent au CAPC de Bordeaux. Une association avait porté plainte, le directeur c'était Cousseau, avait été inquiété en raison du caractère pornographique, les enfants ne pouvaient pas regarder ça, etc. Mais il y avait une levée du bouclier de tout le monde, de tout l'univers culturel qui avait dit mais comment, mais qu'est-ce que c'est cette vieillerie, mais comment, mais bien sûr que les enfants sont des êtres bouillants de sexualité. Enfin bon, ça allait avec l'affaire Mesnev. Si vous voulez, ça va dans le même sens. Mais ça, le fait qu'on ait totalement changé en peu d'années, hein, le virage a été très très rapide et il semble s'amplifier, d'où le sentiment un peu d'urgence que j'ai eu en faisant ce livre, effectivement très vite, parce qu'il me semblait qu'il y avait matière à réfléchir. Mais avant de revenir peut-être plus précisément sur cette figure de l'artiste sociétal et sur les formes de censure morale, est-ce qu'il est possible, selon vous, d'arriver à dater à peu près quand se joue ce tournant aux États-Unis, par exemple? Parce que ça vient des États-Unis au départ. Oui, absolument. Alors, c'est plus... Aux États-Unis, ça fait au moins 20 ans, quoi. Au moins 20 ans. Là aussi, je ne vais pas le dater précisément. Et puis, en plus de ça, c'est évidemment difficile de donner une année, mais les événements commencent de manière discrète, puis ça s'accumule jusqu'à ce que ça devienne une espèce d'évidence. Vous évoquez une biennale. Oui, effectivement, je commence par ce rappel d'une affaire, enfin d'une de ce type d'exposition qui est aux États-Unis. Mais là, c'était il y a 20 ans, effectivement. Donc c'est beaucoup plus ancien, mais c'est venu, et c'est venu de façon assez brutale, voilà, en différé, mais ça s'est installé de façon très rapide depuis quelques années. Alors, et je vous ferai remarquer d'ailleurs que ça, c'était en 2018, le Festival d'Avignon dont je parle. En 2019, le livre est paru en mai. Je suis allée au Festival 2019 avec beaucoup bien sûr, d'intérêt, mais en même temps, je me suis dit peut-être c'était une mode totalement passagère et les choses vont avoir complètement changé, vont s'être éteintes. Bon. Mais pas du tout. Et puis surtout, ce qui est très étonnant, c'est que là, la presse s'est mise à critiquer ce tournant sociétal. C'est-à-dire que vous avez eu des articles dans Le Monde, dans Libération, j'ai eu des entretiens là-dessus, sur ce thème, c'est-à-dire moins d'éthique, plus d'art, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'en jetez plus. On veut des œuvres formellement réussies et pas seulement des œuvres militantes. Comment réagissent les institutions? Elles suivent ce tournant sociétal ou... Alors là, c'est un problème assez, j'allais dire, préoccupant, parce que non seulement elles suivent, mais elles le précèdent un peu. Je veux dire par là que la publication du livre m'a valu beaucoup de courriers d'artistes dans des domaines les plus différents, photographie, art plastique, spectacles de marionnettes, je pense à Émilie Valentin par exemple, qui m'ont tous dit nous sommes tout ce qui est aide à la création, aide à la première exposition, toutes les formes d'aide d'État que nous connaissons bien dans le domaine de la culture et de l'art contemporain, proposent très souvent des choses ciblées. Et si vous n'êtes pas dans ce type d'objectif, eh bien, finalement,
si vous voulez faire de la peinture, je sais pas, de la peinture abstraite avec un souci purement formel, vous n'avez aucune chance d'obtenir ces aides. Il y a une sorte d'injonction qui, cette fois-ci, vient des institutions au sens large, bien entendu. C'est vrai, vous avez peut-être vu dans Le Monde récemment, il y avait une interview du directeur de l'ENSBA, de l'École nationale des beaux-arts de Paris, mais la même chose a été dite par le directeur de la Villa Arson, Sylvain Lison, tout récemment aussi, sur les nouveaux programmes qui invitent les artistes à se préoccuper de questions, etc. Donc ça vient des artistes, bien sûr, mais ça vient aussi des institutions qui demandent aux artistes on ne sait pas où véritablement les choses, par où ça a commencé, mais en tout cas, il y a un accompagnement du mouvement par les institutions, très largement. Et est-ce qu'elles se saisissent d'outils comme la mise en place de quotas ethniques ou la discrimination positive Oui, on sait qu'il y a eu par exemple dans le monde du cinéma, qu'il y a des subventions qui dépendent de la parité réalisée ou pas encore réalisée. Enfin, il y a eu toutes sortes de mesures. Là, j'ai tous les dossiers, je les ai pas immédiatement en tête, mais des mesures qui vont tout à fait dans ce sens, bien entendu, ou qui refuseront des subventions aux dossiers qui ne seront pas présentés avec l'écriture inclusive ou des choses comme ça. C'est vrai aussi à l'université. Alors peut-être pour illustrer, parce que c'est peut-être pas forcément très très concret pour tout le monde, est-ce que vous pourriez revenir brièvement justement sur les différentes causes qui rentrent dans ce fameux agenda sociétal, et peut-être nous donner un ou deux exemples concrets d'œuvres, si vous en avez. Oui, bien sûr. Alors, vous en avez, on va en voir à l'écran. Donc, les deux premières, les deux venaient du Festival d'Avignon. Là, c'est une œuvre de Barbara Kruger qui est alors, je vais vous retrouver la date exacte, pour pas dire de bêtises, mais c'était dans le cadre d'une biennale. Vous voyez en vert, enfin vous le voyez mal parce que l'image n'est pas très grande, qui possède quoi? Et en fait, c'était dans le cadre d'une discussion autour de l'avortement, si vous voulez. Donc là, vous avez un exemple d'œuvre, Barbara Kruger, qui affiche une détermination très nette et une volonté de travailler pour la cause féministe. Dans l'image suivante, ça, vous reconnaissez peut-être parce que c'est tout proche. C'est à Sète. Il y a eu cette exposition Mademoiselle. Mademoiselle, ça faisait référence au fait que depuis quelques mois ou quelques années maintenant, dans les documents administratifs, il n'y a plus la possibilité d'écrire Mademoiselle. Vous savez, c'est Madame ou Monsieur, mais pas Mademoiselle. Donc l'exposition a pris ironiquement ce thème, mais l'exposition, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu, c'était à l'entrée, il y avait toute une documentation sur l'historique de la lutte des femmes, et toutes les œuvres étaient des œuvres qui allaient dans ce sens. Bon, dans le livre, je cite les textes, parce que ce qui est intéressant, c'est pas seulement de regarder les œuvres, mais de se regarder les discours qui accompagnent les œuvres, puisque l'œuvre seule peut pas grand-chose. Cette œuvre-là, celle que vous voyez sur l'image, bon, une œuvre, c'est par définition infiniment polysémique, c'est l'interprétation. Bon, on peut imaginer plusieurs interprétations possibles. Donc, il faut regarder ce que les documents qui accompagnent l'exposition disent pour savoir quelles étaient les intentions. Et là, c'est absolument clair, c'est évident. Je n'ai pas des formules en tête, mais c'était la cause féministe. Alors après, quelques autres exemples. Ça, c'est Kader Attia. Cette fois-ci, c'est un film. C'est les héritages du corps, le corps post-colonial. Donc là, c'est le thème post-colonial, très
très bien connu. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Alors, le drame des migrants, bon, c'est Banksy, hein, une sorte de reprise du radeau de la Méduse, avec cette différence que ceux qui passent au loin, c'est pas le navire qui viendra sauver les personnes sur le radeau, mais c'est un bateau de croisière qui passe dans l'indifférence au nord de Calais. Donc le drame des migrants, ou bien voilà, ça c'est Minerva Cuevas. C'est une série qui s'appelle Hydrocarburas. Et c'est sur le drame écologique. Donc, vous voyez, le bas du paysage, de la toile qui représente le paysage, est trempé dans du goudron. Hein. Dans le même genre, vous avez Olafur Eliasson, qui, pendant la COP 21 de Paris en 2015, avait proposé cette œuvre qui s'appelle Ice Watch. Donc, horloge de glace, si vous voulez, et c'était des morceaux, des fragments d'un glacier qu'on était allé chercher au pôle et qu'on avait ramené sur la place du Panthéon à Paris pour former les heures de cette fameuse horloge de glace, et évidemment l'horloge fondait au fur et à mesure que les jours passaient et les morceaux de glace étaient de plus en plus petits. Voilà, donc ça fait partie des... Je peux donner quelques autres exemples, mais c'est assez représentatif de ce que vous pouvez voir. Oui, pardon. Voilà. J'ai passé en revue un certain nombre, mais bien sûr... il y en a d'autres. Ces fameuses causes les plus remarquables, les plus... voilà, ça aussi, c'est Steve Jobs représenté. Hein, c'est toujours autour du thème des migrants. J'aurais pu aussi donner ça. Hein, c'est Bed de Maurizio Cattelan, hein, donc c'est des corps, enfin c'est du marbre, hein, c'est du marbre blanc, mais ça représente des corps de personnes mortes au cours de la traversée de la Méditerranée. Voilà, donc vous avez un certain nombre de causes, c'est pas exclusif, mais disons les plus marquantes, c'est celle-là. Hein, c'est la cause féministe, la cause postcolonialiste, la cause LGTB, la cause des migrants, la cause écologique, bien sûr, très importante, la cause écologique. Toute la manifesta 2018 de Palerme était sur ce thème. Voilà. Et alors donc parallèlement au triomphe et à l'avènement de cette figure d'un art sociétal, on disait tout à l'heure qu'il y a la multiplication ces dernières années de cas de ce que vous appelez des censures éthiques qui touchent à la fois les arts plastiques, mais également la littérature. Alors, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu là-dessus, parce que quand j'en ai parlé à 2-3 personnes, les personnes restaient incrédules. Enfin, c'est même difficile de les convaincre que ce qui était écrit dans votre livre était exact et correspondait à des faits vrais. Depuis, les événements se sont précipités et d'autres cas sont venus défrayer la chronique. Donc, bien sûr, tout ça est absolument vrai. Bon, alors, parmi les cas de censure dont je parle, il y avait les demandes de boycott des films de Woody Allen, il y avait les protestations contre la rétrospective Polanski. Tout ça, c'était donc avant la publication du livre. Il y avait le fait que Kevin Spacey ait été enlevé de la saison de House of Cards pour ses méconduites en tant que personne. Toutes sortes d'événements qui sont produits, qui sont absolument véridiques, bien sûr. Mais alors depuis, ça a cru et embelli,
puisqu'on a eu toutes sortes d'affaires nouvelles, autour de Polanski, bien sûr, autour du film J'accuse, notamment. Il y a eu l'affaire Peter Handke, le prix Nobel, etc. Il y a eu Scarlett Johansson qui a dû renoncer à jouer dans une série ou un film, je ne sais plus, où elle devait incarner un transgenre. Au motif qu'elle n'est pas un transgenre. Donc la critique ici, c'est l'accusation d'appropriation culturelle. Vous avez eu l'affaire des suppliantes d'Eschyle, mise en scène par Philippe Brunet, qui est un collègue professeur de littérature ancienne et traducteur, donc qui avait mis en scène les suppliantes d'Eschyle. Ça devait être joué à la Sorbonne et ça a été empêché. Il y a eu l'affaire en théâtre aussi, Robert Lepage, qui devait monter Kanata au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine, qui a été là aussi empêché par des manifestants lui reprochant d'avoir fait jouer ses rôles d'Amérindiens, puisque la pièce Kanata est une pièce, j'allais dire, à la gloire des Amérindiens. C'est pas du tout une pièce... c'est une pièce très respectueuse, et plus que respectueuse, qui veut défendre leur cause. Mais il avait eu le malheur de faire représenter les Amérindiens par des gens qui n'étaient pas Amérindiens. Donc, c'est ça le reproche d'appropriation culturelle. Vous avez eu des événements plus récents. Jean-Paul Goude a été également accusé d'appropriation culturelle. Enfin, il y en a tout le temps. Di Rosa, la toile de Di Rosa qui lui avait été commandée pour célébrer, je ne sais plus à quelle année c'était, l'abolition de l'esclavage, l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Cette toile représentant des esclaves qui cassent leurs chaînes. Vous connaissez Di Rosa, donc vous savez la manière dont il représente ces personnages, genre bande dessinée avec des lèvres très épaisses. Eh bien, un certain nombre d'individus, mais parfois il en faut très peu, mais le monde médiatique fait que sur les réseaux sociaux, ça peut faire le buzz et donc ça peut faire beaucoup de mousse. Eh bien, ont demandé le retrait de cette toile au motif que ce serait du blackface. C'est-à-dire qu'il y aurait une volonté de représenter de façon caricaturale et, déplaisante et dégradante les Noirs. Voilà, c'est quelques exemples, mais parmi beaucoup d'autres. Ce que vous appelez ce moralisme radical, il s'attaque aussi à des œuvres du passé. Il y a une sorte de relecture de l'histoire de l'art et de la littérature. Alors, de l'histoire de l'art, de la littérature, par exemple à l'université de Columbia, à New York, les métamorphoses d'Ovide sont interdites, sont à l'index. Parce qu'il y est question de rapt. Vous savez que les dieux ne se comportent pas toujours bien. Donc, il est question de viol, de rapt, etc. Ça va parfois ça prend des tournures assez extravagantes, comme cette avocate anglaise qui a demandé que La Belle au bois dormant ne figure plus dans les bibliothèques pour enfants parce que le baiser que lui donne le prince est un baiser non consenti, puisqu'elle dort. Les tableaux décrochés des musées, c'est pas non plus une invention. Ça existe et ça se multiplie. Il y a eu l'affaire John Peter Waterhouse. Absolument, oui, absolument. Et hier soir, j'ai enregistré une émission sur France Inter et j'ai appris à cette occasion que aux États-Unis, une directrice de musée, alors je sais plus de quel musée il s'agit, a dit que... Alors, elle a dit deux choses. Elle a parlé de Gauguin. Vous savez que Gauguin a eu un comportement aux îles Marquises. Enfin, moralement parlant, il y a des choses à dire. Il a quitté femme et enfants. Il est parti vivre aux îles Marquises. Et là-bas,
il a séduit, ou en tout cas engrossé, des jeunes filles, des très jeunes filles qui avaient 13 ans ou quelque chose comme ça. Bon, c'est incontestablement très, 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 très insupportable. Mais ce qui était dit, parce que vous m'accorderez que les toiles de Gauguin ne sont pas des toiles qui encouragent en tant que telles, je veux dire la pédophilie ou la maltraitance des femmes, que Gauguin devait être ôté, que les toiles de Gauguin devaient être ôtées des musées. Hein, voilà. Donc là, c'est une relecture intégriste de l'histoire de l'art, hein, parce que dans mon livre, je disais, ça veut dire que si on suit cette logique, il faudra enlever les dessins de Picasso. Alors, je parle même pas seulement de ceux qui ont des contenus qui représentent des rapts ou des viols ou des scènes sexuelles, peut-être pas complètement consenties. Il y en a beaucoup, vous le savez, mais tout Picasso, puisque la condamnation de l'individu se passe à la condamnation de l'œuvre de l'individu, et que, par conséquent, il faut supprimer... Alors, dans mon livre, je disais, ça reviendrait à... Mais je donnais l'exemple de Gauguin, mais je ne savais pas que quelques mois après, quelqu'un qui est de l'autre côté de l'Atlantique, a dit ça. L'a dit, ça y est, il faut enlever Gauguin. Il faut enlever Gauguin, il faut retirer les tableaux de Gauguin des musées. Et elle a même dit, ce qui est, j'allais dire, presque encore plus grave, parce que ça prouve que ça va très loin, elle a dit, en fait, la peinture de Gauguin était une peinture totalement surestimée. C'est-à-dire, c'est pas seulement, il faut retirer ces tableaux parce qu'il s'est mal conduit, mais c'est... on va relire l'histoire de l'art et on va relire les hiérarchies de l'histoire de l'art en fonction de ce critère, depuis sa position d'autorité, de conservatrice de musée. Donc, vous voyez quand même la gravité de la chose. Alors, évidemment, ces excès et ces faits peuvent nous choquer parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on est habitué, et on a été habitué pendant quelques décennies, 2 siècles, à la figure d'un artiste parfaitement autonome vis-à-vis des questions de morale. Vous avez parlé de Théophile Gautier, de sa préface à Mademoiselle de Maupin, à la théorie de l'art pour l'art, on pourrait continuer. Mais finalement, est-ce que ça n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, la fermeture d'une parenthèse historique? Et est-ce que vous pensez que c'est un retour à un ordre des choses anciens? Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui se passe aujourd'hui et la situation d'artistes qui, avant le XVIIIe siècle, étaient parfaitement inféodés aux questions éthiques et morales? Et sinon, en quoi ça change? Qu'est-ce qui a changé? Alors, effectivement, c'est la première question que je me suis posée, puisque dans Morale de l'art, j'avais suffisamment montré comment l'art avait été sous l'autorité de l'éthique pour me demander si la parenthèse d'autonomie et, j'allais dire plus que d'autonomie, d'extraterritorialité de l'art, parce qu'il y a quand même eu un moment où les déclarations étaient explicites. Hein, l'artiste est au-dessus des lois. Hein, c'était dit de façon absolument claire. Extraterritorialité de l'art. Bon, donc après tout, on peut se dire, il y a une période, somme toute très brève au regard de l'histoire de l'humanité, qui a commencé en gros effectivement au 19e et qui s'achèverait au début du 21e. Pourquoi pas? Ça serait simplement un retour à la situation pro-ante. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que si vous regardez la particularité de la situation d'aujourd'hui, c'est que la critique éthique, ce que j'appelle la critique éthique, c'est-à-dire la critique au nom de l'éthique, ne ressemble pas du tout à la critique
préalable, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la critique, bien sûr, il y a eu... Si je prends les Fleurs du Mal, par exemple. Bon, qu'est-ce qu'on a reproché aux Fleurs du Mal? On a reproché certains contenus jugés délétères. Hein? Donc, on a fait des reproches à l'œuvre. Là, on l'a dit tout à l'heure, cette critique, elle porte pas seulement sur les œuvres, elle porte parfois sur les œuvres, mais elle porte aussi sur l'auteur et par capillarité sur l'œuvre. Donc c'est une première différence. Deuxième différence, c'est que c'est plus du tout une censure d'État. Hein, parce qu'après tout, les Fleurs du Mal, Madame Bovary, tout ça, c'était des procès, c'était l'État. Hein, bon, et ça se passait au tribunal. Les dernières censures d'État, c'est dans les années 60. Il n'y en a plus eu depuis. Donc, deuxième différence, les censures en question, c'est plus l'État, c'est des groupes, voire des groupuscules, des associations. Hein. Et là aussi, on sait qu'aujourd'hui, les demandes de censure qui remontent sont très très majoritairement, d'ailleurs c'est ce que disait Charlie Hebdo d'aujourd'hui, ne sont plus les groupes catholiques, traditionnalistes, etc., ou le sont très minoritairement aujourd'hui par rapport à la déferlante des autres types de critiques. Si vous voulez, la critique éthique, c'est communautarisé. Ça, c'est une très très grande différence aussi. Différence aussi, c'est qu'elle profite évidemment d'une nouvelle donne qui est liée aux nouvelles technologies, c'est-à-dire elle ne se passe plus au tribunal, et c'est ce qui fait que c'est grave d'ailleurs, mais elle se passe dans ces lieux improbables que sont les réseaux Internet, bon. Donc le modus operandi de ces événements, c'est plus le procès, avec l'instruction, la défense, l'accusation, etc. Mais c'est le lynchage médiatique, c'est les pétitions, c'est les manifestations, c'est les sittings, voilà. Donc ça aussi, c'est extrêmement différent. Il y a aussi une différence ponctuelle, mais qui mérite d'être soulignée, c'est ce fameux reproche d'appropriation culturelle qui est très neuf, lui. Hein, ça, c'est très nouveau également. Bon. Et puis, au-delà de tout ce que je viens de dire, la grande différence entre le projet éthique des arts avant la période de l'autonomie, c'était un projet, j'allais dire, universaliste. C'est-à-dire il fallait promouvoir les vertus et essayer de faire que les vices soient moins nombreux. Vous trouvez ça chez Lomazzo, chez Léonard de Vinci, chez tous les théoriciens de la peinture qui ont écrit. Mais vous trouvez ça encore chez Diderot, vous trouvez ça chez Racine, vous trouvez ça chez Molière. L'idée, c'est il faut développer en l'homme ses bons instincts ou ses vertus et faire taire les vices. Diderot le dit encore, hein. Il dit « Homme de génie, pourquoi avez-vous été doué sinon pour promouvoir la vertu et pour faire taire le vice ?» Voyez. Donc ce sont des projets, j'allais dire, très universalistes. Et la différence entre cette période-là et la période qu'on vit, c'est la communautarisation de ces objectifs et de ces critiques. C'est ça la grande différence. Voyez. Ces œuvres qui sont considérées comme immorales par, vous l'avez dit, des associations, des groupes de pression, parfois des groupuscules, comment on arrive justement à caractériser l'immoralité? Il n'y a pas un certain type d'immoralité, vous le montrez très bien dans votre essai, il y a différents types par lesquels peut porter la critique d'immoralité. Oui, alors ça c'est une des choses les plus délicates à établir, effectivement, qu'est-ce que c'est quand on dit qu'une œuvre est immorale, puisque bon, la première évidemment chose à éviter, c'est de confondre une œuvre immorale avec une œuvre qui contient des représentations d'immoralité. C'est pas la même chose, puisqu'on peut représenter le mal pour le combattre, par exemple. On peut représenter le mal pour en détourner, bon. Donc,
Hume a une formule très précieuse pour le dire. Il dit « Les œuvres immorales, ce sont les œuvres qui, par exemple, vont montrer le mal, un viol, par exemple, mais sans accompagner la représentation des marques de distance par rapport à ça. C'est-à-dire alors que rien dans l'œuvre ne dément l'adhésion à la représentation du mal. Voyez ? Donc, juger une œuvre immorale, c'est déjà une affaire complexe. Mais ensuite, elle peut être immorale de plusieurs points de vue. C'est-à-dire, on peut dire une œuvre est immorale parce que finalement, elle fait exister le mal. Voilà. Par exemple, on peut dire imaginer un scénario de torture, y compris s'il n'a jamais existé, etc. C'est faire entrer un peu plus de mal dans le monde et le donner à voir, le donner en pâture, quelque chose qui ne devrait pas être, même en imagination, si vous voulez. C'est un premier type de... On peut dire que c'est une œuvre immorale au sens où elle risque de produire des effets immoraux. Par exemple, parce que la représentation du viol va encourager le viol. Voyez ? Ou parce que, c'est par exemple l'argument que vous trouvez chez ceux qui ont dit qu'il fallait décrocher le tableau de Balthus, Thérèse rêvant. Vous savez, ce tableau dans lequel une très jeune fille est représentée assise, les jambes croisées, mais de telle manière qu'on voit une partie de sa culotte. Hein. Donc là, ça consiste à dire c'est une toile qui favorise la pédophilie. Il faut l'enlever parce qu'elle favorise. Donc vous voyez, là, c'est l'effet qui est considéré comme regrettable. Il y a un autre type de critique qui consiste à dire, c'est ce que disait Adorno quand il parlait de la représentation, sous quelque forme que ce soit d'ailleurs, de l'extermination des Juifs. Il disait, si vous le représentez dans une œuvre d'art, d'une certaine façon, vous esthétisez le mal, et en l'esthétisant, vous lui faites perdre toute son horreur. Donc, c'est ce qu'on a reproché, par exemple, à une œuvre de Zbigniew Libera, c'est l'Ego Concentration Camp. Vous savez, c'est comme un jeu de Lego. Ça ressemble à un jeu de Lego, à un paquet de Lego. Simplement, ce que vous pouvez construire, c'est pas un château, un avion ou un bateau, mais c'est un camp de concentration avec les petits personnages qui portent des masques à gaz, et puis vous avez les cheminées. Enfin bon, voilà. Donc là, on a dit, c'est assimiler l'extermination à un jeu d'enfant, enfin créer une espèce c'est une forme d'esthétisation qui est insupportable. Donc elle est moralement condamnable pour cette raison. Vous voyez, ça peut être ça. Et puis, c'est ajouté à tout ça, récemment, toutes ces nouveaux types d'accusations qui consistent à dire elle est immorale parce que elle me procure un malaise. Vous voyez, alors là, c'est absolument terrible, évidemment, parce que ça ouvre sur toutes sortes de possibilités. C'est-à-dire, non pas parce qu'elle fait exister le mal, non pas mais parce qu'elle me gêne. Vous voyez ? Parce que je le prends pour une micro-agression. Voilà. Naïd comment s'appelle-t-il exactement ? Naïd Bouteflika, je crois, a vu une de ses installations attaquée par un Américain qui est un chanteur, qui était représenté, dont le portrait figurait dans l'exposition, parce qu'il a dit que c'était une appropriation de son image. Et donc, à ce titre, il avait Donc, vous voyez, là, ça relève encore d'un cas très particulier qui n'est aucun des trois cas que j'ai cités d'abord. Hein. C'est sur ces effets de réaction affective à des contenus. Alors évidemment, le problème, c'est que ça ouvre, c'est la boîte de Pandore.
parce qu'on peut être affecté par beaucoup de choses. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, où vous savez, les étudiants peuvent demander à ne pas assister à un cours lorsqu'il sera question d'une question qui les dérange. Voilà, ça fait partie de... Alors vous transposez ça à l'art et vous comprenez... Enfin, le passage de l'art à l'université est très facile via la littérature, de toute façon, et son enseignement. Est-ce que finalement, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, l'émergence d'un art sociétal et d'artistes sociétaux, la multiplication des cas de censures éthiques ne sont pas dus, peut-être avant tout, à une surévaluation des pouvoirs et des méfaits de l'art? Oui, alors ça, effectivement, c'est un des chapitres de l'ouvrage. Finalement, je me suis dit... que l'on assigne à l'art des buts extra-artistiques, donc sociétaux en l'occurrence, ou qu'on le condamne, qu'on condamne des œuvres pour des raisons de ce type, c'est dans les deux cas postuler une efficacité de l'art. C'est-à-dire, c'est dire soit que l'art peut quelque chose pour les migrants, voilà, soit dire qu'il peut quelque chose contre eux, dans le cas où c'est une œuvre qui est attaquée parce qu'elle contredirait justement ce genre de cause. Alors, d'où la question toute simple, mais qui est une question qu'on pose rarement, qui est la question de savoir quel est le pouvoir effectif de l'art. Voilà. Quel est le pouvoir effectif de l'art, ce qu'on appelle l'art contemporain, donc ce qui se fait aujourd'hui. Et là, effectivement, en réfléchissant à cette question, je me suis aperçue que déjà par le passé, lorsque les images, par exemple, étaient l'apanage de l'art, puisque à part des images peintes ou gravées ou des dessins, il n'y avait pas tout ce qui constitue notre univers visuel, c'est-à-dire toutes les images non artistiques dont nous sommes saturés. Bon, mais même à cette époque-là, où les images artistiques étaient en quelque sorte les seules images disponibles, il faut réfléchir au pouvoir de l'image, voyez, et à ce que le traitement artistique de l'image ajoute ou enlève à ce pouvoir. Bon, alors, je n'ai pas le temps de développer ici, mais pour ce qui est de notre affaire, j'aurais deux réponses. La première, ça consiste à dire que l'art contemporain, c'est quand même un tout petit milieu. Je veux dire, à la fois du point de vue de ceux qui le pratiquent, mais aussi de ceux qui vont à la FIAC, etc., de ceux qui le collectionnent. Bon. Donc, en termes de force de frappe, si vous voulez, ça n'a pas grand-chose à voir. Alors, je donne des chiffres, là, je suis mauvaise pour les chiffres, donc je ne vais pas vous les redonner, mais je comparais le nombre d'entrées à la FIAC, par exemple, avec le nombre de vues. Alors, je vais vous retrouver ça. 75 000 entrées de la FIAC 2017. Voilà. 500 000 entrées de la Biennale de Venise. 2 milliards de vues pour des vidéos mises en ligne par Justin Bieber, Rihanna ou n'importe quel youtubeur en vogue. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous voulez défendre la cause postcoloniale, etc., c'est beaucoup plus efficace de faire un clip que de faire quelque chose qui va être vu par quelques personnes déjà convaincues en plus de ça. Vous voyez, c'est un peu ça le problème. Et puis, j'allais dire, il y a aussi le fait qu'il y a aujourd'hui des formes de médias qui sont infiniment plus fortes, plus frappantes. Je pense au photojournalisme et je pensais à cette fameuse image. Vous voyez, donc si on met en regard les gisants de Maurizio Cattelan que vous avez vu préalablement, et puis cette fameuse photo du petit garçon qu'on a retrouvé mort sur une plage après cette traversée malheureuse. Bon, il est évident que l'impact, c'est un peu comme, vous savez, l'image de la photo de cette petite fille brûlée au napalm qui a fait le tour du monde. Bon, voilà, il y a un impact de la photo qui est extrêmement fort et beaucoup plus fort que toutes les mains. Et il y a le fait que l'art contemporain est un art de niche, j'allais dire, ne concerne qu'un
qu'un petit nombre. Donc, en termes d'impact, c'est quand même pas la même chose. Voilà. On pourrait peut-être repartir sur une œuvre. Si vous voulez. Laquelle ? Qu'on n'a pas vue encore. Qu'on n'a pas vu. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Et ça va me permettre quand même de vous poser une question. Vous n'êtes pas pour autant pour un retour à une forme d'amoralité absolue. Vous défendez une position de moralisme modéré. Alors pourquoi et comment ? Alors c'est tout ce qui... Puisque en gros, morale de l'art il y a 10 ans, je passais un peu pour quelqu'un qui parlait de morale là où il ne fallait pas en parler. Hein. Mais à présent, puisque j'en parlais pas du tout, ma position n'a pas varié depuis. C'est-à-dire que ma position, c'est ce que j'appelle un moralisme modéré. Ça veut dire quoi un moralisme modéré ? Ça veut dire que je pense que la valeur d'une œuvre d'art n'est pas strictement esthétique. Parce que j'ai une conception, disons, humaniste de l'art, qui considère que une œuvre, c'est... Alors, prenons par exemple cette œuvre de David, que tout le monde connaît, hein, La mort de Marat. Bon, il y a plastiquement une réussite absolue, formellement une réussite absolue. Hein. En tant que... Si je regarde le métier de peintre qui est supposé par ce tableau, voilà, on pourrait tout commenter. Mais il y a aussi un contenu qui n'est pas à prendre comme... simplement un prétexte. Hein, ça ne se regarde pas comme un tapis persan, ce tableau. Ça représente vraiment la mort de Marat, c'est-à-dire un épisode de la Révolution française avec tout ce qui s'est joué derrière. C'est une œuvre, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que je la montre, c'est une œuvre militante. Hein, c'est une œuvre militante, bien sûr. David avait bien l'intention de jouer un rôle par ses œuvres dans la Révolution. Hein. Simplement, donc ça me permet de revenir sur ce que je disais, à savoir que la valeur d'une œuvre tient à tout cet ensemble de savoir-faire et d'intentionnalité. Hein, et qu'on ne peut pas regarder les choses. Ça, c'est le défaut, à mon avis, de la modernité, c'est-à-dire de n'avoir vu dans les œuvres d'art que des couleurs et des formes en un certain ordre assemblées, pour reprendre la fameuse formule de Maurice Denis. Hein. Si on considère que les œuvres ont aussi un contenu, sont liées à des périodes, ont aussi... Bon, ça donne une espèce d'épaisseur à l'art et aux œuvres qui est beaucoup plus complexe, qui en fait des choses beaucoup plus complexes. Si bien que, si je ne porte pas un regard purement esthétisant, formaliste sur les œuvres, je vais être obligée de considérer leur contenu. Et si je considère leur contenu, eh bien, je vais effectivement dire qu'il y a des œuvres qui sont plus morales que d'autres, ou qu'il y a des œuvres qui sont franchement immorales, d'ailleurs. Hein. Et cette immoralité, elle est à prendre en compte. C'est-à-dire que l'immoralité d'une œuvre diminue sa valeur d'œuvre, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire qu'elle la diminue. Ça oblige à regarder les choses au cas par cas. Et c'est un des grands défauts de la période dans laquelle on vit, c'est qu'on vit dans une période manichéenne. C'est-à-dire, c'est bien ou c'est mal. Et donc l'œuvre doit être ôtée des simèses, et on n'a plus à regarder sa qualité artistique. Hein, je pense à Thérèse Révent, par exemple. Ou bien, dans la mesure où ça défend une cause comme celle que j'ai montrée, elle est formidable et il ne faut rien en dire. Vous voyez, c'est cette espèce de binarisme que je trouve totalement insupportable et surtout intellectuellement délétère quand même. Hein. Voilà. Donc, le moralisme modéré, ça consiste à dire... Moi, je ne suis pas comme Tolstoï. Tolstoï, il disait, dans Qu'est-ce que l'art ? Il disait, la valeur d'une œuvre, c'est sa valeur morale. Ça, c'est le moralisme intransigeant de Tolstoï, dont on voit une espèce de forme très, très mutante, si vous voulez, mais néanmoins une forme dans tout ce dont nous venons de parler. Donc le moralisme modéré que je défends, c'est ni l'indifférence aux contenus moraux, lorsque contenus moraux ou immoraux il y a, parce que c'est évidemment pas le cas de toutes les œuvres, mais ne pas être indifférent à et en tenir compte pour l'évaluation globale des choses, c'est pas la même chose que de dire toute la valeur de l'œuvre tient dans sa qualité ou dans son défaut moral.
C'est ça la position que je défendrai à titre personnel. Là, je ne suis plus dans l'historienne et dans l'analyse des événements, mais là, je prends position. Alors, avant de passer la parole au public, de vous permettre de poser des questions à Carole Talon-Hugon, une brève question rapide. Qu'est-ce que la moraliste modérée que vous êtes a à dire ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est-à-dire le retrait par les éditions Gallimard de l'intégralité du journal de Matzneff de la vente, avec donc non seulement impossibilité désormais de commander les livres, mais également retrait des librairies et rappel aux libraires de ce journal. Alors, l'affaire Matzneff, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est quelqu'un... Alors là, on n'est pas du tout comme dans le cas de Woody Allen, par exemple, où un individu a eu ou aurait eu un comportement répréhensible et son œuvre en tant que telle est éthiquement neutre. Personne ne dit que les films de Woody Allen sont des films machistes ou je sais pas quoi. Hein, donc on est bien d'accord. Dans le cas de Matzneff, c'est très différent parce que Matzneff, c'est quelqu'un qui raconte dans ses journaux ce qu'il a fait. Donc là, d'ailleurs, ça pose tout le problème aussi de savoir quel est le statut littéraire de ces choses-là. Hein, est-ce que c'est de la littérature? Quel genre de littérature? Parce que quand ça rentre dans le champ de la littérature, il reste toujours quelque chose de cette idée d'extraterritorialité dont on parlait. Hein, bon, mais alors, ma position, quand ça se passait, je trouvais ça totalement insupportable, les histoires de Matzneff. Ce que je trouve étonnant, c'est que à cette époque-là, il y avait des pétitions pour le défendre. Hein, il y avait des pétitions et signées pas par n'importe qui. Hein, Sartre, Beauvoir, Jack Lang. Voilà, hein, c'était défendre la liberté de... Voilà, et puis... il y avait l'idée que la sexualité était à développer, y compris chez les jeunes enfants. Enfin, il y avait toute cette espèce de permissivité post-68 hein, qui était là quand même. Donc, ce que je trouve... je n'ai strictement aucune sympathie pour le personnage. Je trouve... ses comportements pédophiles sont incroyablement insupportables. Ce qui me paraît incroyable, c'est qu'il y a quelques années, il était à ce point soutenu. Et édité, déjà. Et édité. Voilà. Donc, il ne faut pas tout confondre. Hein. Je ne suis pas en train de dire que moi, je suis pour lire, que ce soit lu dans les écoles, que Matzneff soit distribué dans les écoles, etc. Pas du tout, du tout. Hein. C'est vraiment, justement, essayer de ne pas tout mélanger et d'essayer de ne pas dire je suis pour la liberté de la création, donc je suis pour Matzneff et Polanski et tout ça réunis dans un seul bloc, comme si c'était la même chose, alors que ce n'est pas la même chose. Polanski, c'est pas Matzneff et c'est pas Woody Allen. Tous ces cas sont différents et il faut pas tout mélanger. Et mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un discours nuancé parce que c'est plus simple d'être dans un camp. Hein, et ce qui est insupportable, c'est de s'entendre dire, si tu n'es pas contre la rétrospective, contre la programmation de J'accuse, c'est que tu es pour la culture du viol. Voilà, ça c'est intellectuellement, c'est insupportable. Donc moi, je voudrais me battre contre cet appauvrissement du débat et cette manière de raisonner par antithèse. Mais sur le cas de Matzneff, ma position est très claire. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions? Et est-ce que d'ailleurs il y a un micro qui pourrait circuler ou non? Bonsoir. Donc vous avez fait un constat là finalement de ce qui se passe aujourd'hui depuis peu de temps, mais j'aimerais bien connaître votre avis sur les raisons qui nous ont amenés à cette situation et éventuellement, si vous avez le temps, comment on pourrait en sortir finalement. Alors sur les raisons, je
j'avoue que j'ai plusieurs hypothèses, mais j'ai pas véritablement. C'est-à-dire, je pense d'une part que le tournant sociétal est lié de manière alors indirecte, complexe, tout ce que vous voulez, à un état de définition de l'art avancé. Je veux dire que aujourd'hui, on continue à parler d'art comme si de rien n'était, c'est-à-dire on conserve le mot, on continue à parler d'artistes, etc. Enfin, on voit bien que ce à quoi renvoie le mot n'a plus rien à voir avec ce à quoi renvoyait le mot. Oui. Hein, alors, à plusieurs titres. Si vous voulez, à l'époque d'Adorno, il y avait d'un côté l'art, avec un grand A, et puis de l'autre côté, il y avait l'industrie culturelle. Et l'art était un rempart contre l'industrie culturelle. Bon, aujourd'hui, on voit très bien que c'est plus la guerre, hein, quand on voit que Jeff Koons fait des sacs pour Vuitton, que Murakami fait des foulards pour Hermès. Bon, on voit très bien que le monde du luxe, le monde de la mode, le monde de l'industrie culturelle en général est devenu très poreux. Donc les frontières sont... Bon, alors... Ce qui fait qu'on ne sait plus très bien où passe la frontière de l'art et du divertissement. Bon. Par ailleurs, il y a tout le fait que ce qui est arrangé dans le concept d'art, sous le concept d'art, et pour Hegel, c'était simple. Il y avait 5 arts, il ne pouvait pas y en avoir plus parce que c'était les déductions de l'essence de l'art, à savoir la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique et la littérature. Bon, il y en avait 5. Au cours du XXe siècle, ce qui s'est passé, c'est une artification galopante. C'est-à-dire, il y a eu la photo qui a été intronisée art, puis le cinéma, 7e art, puis la vidéo, puis, bon, alors, vous savez que maintenant, le 9e art, c'est la bande dessinée. Mais vous savez qu'il y a toutes sortes de pratiques qui demandent leur intronisation et qui, d'ailleurs, l'obtiennent. Hein. Le tatouage, par exemple. Hein. Bon, alors, ce qui fait que quand, en philosophie, il y a une formule très simple et très efficace qui consiste à dire que, oui, c'est vrai, c'est l'extension d'un concept est en raison inverse de sa compréhension. C'est-à-dire, plus un concept inclus d'objets, d'items, moins on peut en donner une définition. Hein. Si vous prenez le concept de chien, vous avez mammifère, quadrupède, bon, vous avez un certain nombre de caractéristiques. Et ça contient tous les chiens. Si vous prenez le caniche, vous avez moins d'individus chiens, mais vous avez des caractéristiques supplémentaires. Donc, vous avez une définition qui augmente. Mais si vous allez du côté du concept le plus large, qui est le concept d'être, ça contient tout, hein, les animaux, les humains, tout ce que vous voulez. Mais de l'être, on ne peut rien dire d'autre que c'est ce qui est. Voilà. Donc, l'extension d'un concept varie en sens inverse de sa compréhension. Concrètement appliqué à l'art, ça veut dire que plus votre concept d'art s'applique à des objets, par exemple la cuisine, hein, le food art aujourd'hui, l'art des odeurs, qui n'est pas la parfumerie, mais enfin qui flirte avec, eh bien, moins vous pouvez définir ce qu'est l'art. Hein, c'est logiquement imparable, cette affaire. Bon. Donc, lorsque vous avez un concept qui est dans un état de définition aussi avancé, lorsque vous avez des pratiques qui sont de plus en plus inclassables, lorsque vous avez cette porosité entre les frontières de l'art, le divertissement, l'industrie culturelle. Bon, lorsque vous avez Netflix qui révolutionne complètement le cinéma, lorsque vous avez des auteurs qui sont plus des auteurs parce que il faut demander aux spectateurs comment ils réagissent afin de faire l'épisode suivant, etc., etc. Vous comprenez que ce qu'on appelle art, on a hérité d'un mot, mais ce à quoi renvoie ce mot, c'est devenu quelque chose, une nébuleuse incroyablement. Voilà, c'est l'art à l'état gazeux, comme dit Yves Michaud. Bon. Donc, étant passé à l'état gazeux, il est certain que,
on peut se chercher de nouvelles finalités, de nouveaux ethos. Hein. Pour l'artiste du XVIIIe siècle, les beaux-arts venaient d'apparaître dans le champ lexical. Bon, ben, les beaux-arts, c'était les arts qui ont le beau pour finalité. C'était à peu près simple. Mais ça fait depuis le romantisme, ça fait belle lurette que le beau n'est pas la finalité de l'art. Donc, quelle peut être la finalité ? Ben, tiens, ça pourrait être le bien. Vous voyez ? Donc, il y a une manière comme ça finalement de se trouver des objets, hein, et des justifications, des manières de... Voilà. Autrement dit, je pense que ça, c'est une partie de l'explication, mais c'est pas la seule, parce que il faudrait aussi tenir compte d'un climat général de victimisation qui dépasse beaucoup l'art, mais qui l'impact par les biais auxquels j'ai fait référence, etc. Peut-être aussi le simple fait que les transgressions artistiques soient allées très loin et qu'il y ait une forme de retour du bâton. Il y a des effets de meute aussi, il y a des effets de... Voilà. Mais je pense que il n'y a pas une explication, c'est assez polyfactoriel, mais on peut trouver une convergence de raisons qui conduisent à la situation. Maintenant, alors, comment ça va tourner ? Ça, je n'en sais rien. Il me semble que à plusieurs titres, il y a une accélération du mouvement que je décris. En même temps, il y a aussi des contre-feux qui s'allument. Il y a aussi beaucoup de... Bon, le fait précisément que le livre ait eu ses échos et qu'il y ait eu toutes ces tribunes, ces entretiens, etc., et qui ont aussi déclenché d'autres choses, laisse penser que peut-être c'est pas non plus totalement... Mais où ça va, j'en sais rien, je peux pas le dire. Je suis très attentive à tout ce qui se passe. Je réunis toutes les coupures de presse qui passent, mais je peux pas, je ne me risquerai pas de me prononcer. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question ? Pas de courageux ? Si. En exagérant légèrement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parfum d'inquisition qui s'avance, et avec ses inquisiteurs et inquisitrices ? Ah ben, oui, ça fait partie ce que je vous ai dit tout à l'heure de cette conservatrice américaine qui demande le retrait de toutes les toiles de Gauguin des musées du monde. Ça me paraît quand même tellement extravagant qu'on peut utiliser le mot que vous venez de dire d'inquisition. Hein. C'est transposer, c'est ça. Oui. C'est une espèce de moralisme intransigeant et radical qui va jusqu'à ces extrémités. Et on n'est peut-être pas au bout. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est... Comment dire ? Il y a tout ce qui se voit et puis tous les effets qui ne se voient pas mais qui débouchent sur de l'autocensure des artistes eux-mêmes. Vous voyez, beaucoup d'artistes m'ont dit que non seulement ils n'avaient pas les subventions, etc., mais que maintenant ils faisaient attention à ceci, à cela. Donc il y a aussi des formes beaucoup moins visibles, mais d'autocensure qui proviennent de là. Le salon de l'autocensure a peut-être un avenir. Effectivement, c'est un salon à lancer. Ah. Merci. J'ai découvert il n'y a pas très très longtemps les travaux de Bento Lila et les méthodes pédagogiques évoluent à l'école. Et j'y vois quelque chose de très positif plutôt que d'apprendre, par exemple, à lire aux enfants de façon mécanique,
la quête du sens de ce que l'enfant comprend et dans l'échange qu'il peut avoir avec les autres permet d'apprendre différemment. On peut peut-être voir un espoir de développer une critique chez les enfants, un esprit critique qui tendrait peut-être à disparaître par les effets des réseaux sociaux. Enfin, peut-être que là, il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Qu'en pensez-vous ? Alors, je ne connais pas l'auteur auquel vous faites référence, donc je ne saurais pas trop vous répondre. Mais oui, l'esprit critique, en tout cas, c'est certain que on en a plus besoin que jamais, hein, parce que il y a des formes d'intimidation aussi, et donc le développement de ce qu'on pourrait appeler des vertus intellectuelles, hein, ce qu'Aristote appelait des vertus intellectuelles. Les vertus intellectuelles, c'est pas seulement l'intelligence, c'est aussi une forme de courage intellectuel, la résistance à des formes d'intimidation, l'exigence de rigueur, l'humilité, le non-dogmatisme, l'ouverture d'esprit, le doute. Hein, le doute, c'est une valeur essentielle, hein, parce qu'il faut il faut remettre en question ses propres croyances pour avancer. Donc je pense que l'idée que oublier des vertus intellectuelles devrait être remise au goût du jour. Oui, absolument. Il y a une question devant. Oui, à chercher la petite bête, et finalement, n'importe quel artiste, on pourrait lui trouver une raison pour le censurer. Parce que ce soit auteur, compositeur, interprète, peintre, sculpteur, etc., on qualifie souvent les artistes d'être dérangés. Voilà, ce qui est un facteur de création pour eux, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez éventuellement de cette extension de la censure ? Alors, la première partie de ce que vous avez dit, oui, il y a... Si vous voulez, plus vous augmentez l'intolérance, enfin la susceptibilité et l'intolérance à la micro-agression, plus vous multipliez, plus vous admettez que, je ne sais pas moi, par exemple, vous savez ce qu'est le racisme, etc., etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la glossophobie. Alors, ce serait le fait les gens qui reprochent aux autres de ne pas supporter leur accent. Vous voyez ? Donc, les susceptibilités sont innombrables. Hein, parce que il y a, on peut, ou alors la grossophobie, voilà, des gens qui se sentent agressés par le regard, qui sont gros et qui se sentent agressés par le regard de. Donc, si vous voulez, la multiplication des susceptibilités signifie la multiplication potentielle de toutes les formes de demande d'interdiction. En tout cas de critique ou de protestation, voilà, de protestation, à minima de protestation. Le micro arrive. Merci. En fait, c'est plus pour partager une impression pseudo-courageuse. Ne serait-ce pas dû finalement à cette sorte de perte de sens ou de recherche de sens, d'identité, mais vraiment globale au travers de l'art, mais aussi dans de nombreux domaines, les nouvelles découvertes scientifiques, je vais même pas les citer parce que à l'heure où je parle, il va y en avoir encore d'autres, et puis demain d'autres. Et je pense qu'en fait, moi c'est mon impression donc, au fur et à mesure, on compare déjà avec les techniques, avec le temps. Avant, comme vous avez pu le dire, à l'époque, c'était les beaux-arts, c'était le beau, ça a changé. Mais
c'est pareil avec le fait d'avoir voyagé, sans parler de voyager dans l'espace et tout ça. On est en train d'étendre tellement que on est en train à la fois de se perdre et de se trouver, et c'est la folie, quoi. Moi, c'est mon impression. Alors là vous parlez de choses extrêmement complexes et générales, d'ailleurs. Mon objet est beaucoup plus étroit, puisque ce dont je parle, c'est vraiment du tournant moralisateur de l'art contemporain, à la fois dans son versant actif de création et dans le versant de la critique qui lui est adressée. C'est une affaire de crise Oui, ça peut être une des facettes de cette vaste crise du sens dont on peut parler de manière plus générale. Mais je ne l'étendrai pas au-delà de... Sinon, je vais perdre en rigueur, pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, n'est-ce pas ? Je vais perdre en rigueur ce que je vais gagner peut-être en amplitude. Donc, je préfère en rester je comprends bien. C'est vraiment en essayant d'avoir un certain recul, en fait. Ouais. J'ai vraiment, grâce à tout ce que vous avez pu dire ce soir, ce sentiment qui émerge en moi par rapport à l'art et pas seulement, quoi, divers domaines. Mais que ce soit connecté et que l'art ne puisse pas être séparé d'un état d'un état du monde. Je dis même pas de la société, mais au plus vaste, c'est évident. Mais voilà, comment, c'est une autre affaire. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. On va prendre une dernière question là-haut. Bonsoir. Et la place de l'argent et du monde de la finance dans l'art contemporain, est-ce que c'est pas au fond ça le seul vrai scandale qui soit et la seule vraie chose immorale qui soit ? Alors là, ça nous dévie de notre affaire, mais c'est une question... Ah bon ? Alors, ça nous dévie de notre affaire de ce soir. Si vous voulez parler de la moralité au sens beaucoup plus large, d'accord, mais notre affaire ce soir portait sur un certain type de tournant. Alors, néanmoins, je prends tout à fait au sérieux votre affaire, votre question. Je pense que la financiarisation de l'art est une des choses qui fait que la croyance en l'art se perpétue. La croyance en l'art au sens où, je disais tout à l'heure, on continue à utiliser le mot, il continue à y avoir des foires, des marchands, des galeries, des ventes aux enchères spectaculairement importantes, etc. Et finalement, il y a la force d'inertie des institutions, c'est-à-dire une fois que les choses existent, on va pas. C'est un peu ce que disait Spinoza. Les choses, elles ont un conatus. Elles veulent persévérer dans l'être. Donc les dracs, les fracs, les musées, bon, tout ça, elles veulent persévérer dans l'être, bien sûr. Et c'est une des choses qui tient ce que j'appelle la croyance en l'art. Mais la financiarisation aussi, parce que il faut que cette croyance se perpétue pour que toute cette économie de l'art et tous ces placements par l'art puissent être juteux. Donc oui. Donc vous abordez la question de la morale de l'art. Et c'est une question très légitime. Moi, j'abordais la question de la morale dans l'art. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas la même chose. Je dis pas que c'est sans intérêt du tout. Merci. Merci beaucoup, Carole Talon-Hugon. Je vous propose de retrouver Carole dans le hall, puisque la librairie Gibert est présente et donc elle pourra vous dédicacer son essai, donc l'art sous contrôle, pour poursuivre la discussion. Je vous conseille aussi d'acheter le numéro de Charlie Hebdo paru aujourd'hui et qui est entièrement dédié à cette question-là, avec des positions assez proches et un article formidable de Philippe Lançon sur le cas Gauguin. Et puis enfin, je vous invite à venir le 21 janvier pour la prochaine rencontre. Alors, ça ne sera pas ici, ça sera à Pierre-Vive cette fois-ci. Et on recevra l'archéologue Jean-Paul Demoule
grande figure de l'archéologie française, ancien président de l'INRAP, et il viendra parler de l'actualité de sa discipline et de ses objectifs à la fois scientifiques et idéologiques. Très bonne fin de soirée.